Mon frère a giflé mon fils de 12 ans, lors d'un barbecue, pour avoir répondu. Mon père a ri, et a dit « Endurcis-toi, gamin ». Ils ignoraient que la caméra du jardin enregistrait, en 4K. Quand mon avocate l'a diffusé au tribunal, la juge l'a visionné 2 fois. Puis a prononcé 5 mots, qui les ont anéantis. Je m'appelle Barrett. J'ai 38 ans, et j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à essayer d'être le genre de père que le mien n'a jamais été. Cette simple phrase vous en dit probablement plus sur mon enfance que n'importe quelle histoire que je pourrais vous raconter en détail. Je travaille dans l'immobilier commercial. Je fais ça depuis environ 12 ans maintenant, à évaluer des propriétés, négocier des baux et gérer des portefeuilles pour des entreprises de taille moyenne. Et j'ai bâti une vie stable, une vie confortable pour ma famille, dans une banlieue tranquille, à environ 40 minutes de la ville. Le genre de quartier avec des fêtes de voisinage en été. Et des enfants qui font du vélo sur les trottoirs, jusqu'à ce que les lampadaires s'allument. Le genre d'endroit où les gens se font signe depuis leur allée, et le pensent vraiment. Ma femme, Fallon, et moi sommes mariés depuis 14 ans. Ensemble, nous avons un fils, Cachion. Au moment des faits que je m'apprête à vous raconter, il a 12 ans. C'est un garçon brillant, curieux, et profondément gentil. Qui lit plus de livres en un mois que la plupart des adultes en un an. Il a aussi cette habitude de vous regarder quand vous parlez. Comme s'il absorbait réellement chaque mot, au lieu d'attendre poliment son tour pour s'exprimer. Il pose des questions qui forcent les adultes à s'arrêter, et à réfléchir. Il remet en question les idées avec lesquelles il n'est pas d'accord, de manière respectueuse. Mais ferme. Et il émane de lui une assurance tranquille. Que Fallon et moi avons cultivé depuis le jour de sa naissance. Car nous croyons tous les deux qu'un enfant qui se sent assez en sécurité pour donner son avis dans une pièce remplie d'adultes, est un enfant qui est bien élevé. Cette qualité, cette volonté de penser par lui-même, et de dire tout ce qu'il pense. C'est très exactement ce qui lui a valu d'être frappé au visage par mon frère, Dorian. Cela s'est passé devant 30 personnes, par un beau samedi après-midi ensoleillé. Dans mon propre jardin. Dorian a 35 ans, soit 3 ans de moins que moi. En grandissant, il était l'enfant prodige de notre famille. Le fils qui ne pouvait rien faire de mal, aux yeux de notre père. Celui qui était félicité pour être physique, dur, et agressif. Tandis qu'à moi, on me disait que j'étais trop sensible, trop calme. Et que je ressemblais trop à notre mère. Notre père, Allen, a 64 ans. Pour le dire aussi simplement que possible. C'est le genre d'homme qui a confondu la peur et le respect, et ce, toute sa vie. Il a bâti une famille sur cette confusion, sans jamais se demander, pas une seule fois, si les fondations étaient fissurées. Il m'a frappé pendant mon enfance. Je veux être très clair à ce sujet. Car c'est essentiel pour comprendre tout ce qui suit dans cette histoire. Allen m'a frappé avec ses mains, avec sa ceinture, avec une cuillère en bois. Avec tout ce qui lui tombait sous la main. Lorsque sa colère décidait qu'il était temps de me donner une leçon. Et à chaque fois, quand les coups s'arrêtaient, et que je pleurais sur le sol de la cuisine. Ou dans ma chambre, la porte verrouillée, il se penchait vers moi. Il prononçait toujours les mêmes mots, de la même voix plate et sans émotion, « Endurcis-toi, gamin ». Comme si ma douleur était un défaut de caractère. Comme si mes larmes étaient le signe d'un dysfonctionnement. Comme si le but ultime de la paternité, c'était de détruire systématiquement la part de douceur de son enfant. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qui puisse ressentir quoi que ce soit. J'ai passé des années en thérapie, à dénouer tout cela. Des années à apprendre à qualifier ce que j'ai subi d'abus, et non de discipline. Des années à comprendre que le fait de m'en être bien sorti une expression que chaque membre de ma famille adore utiliser comme un bouclier ne validait en rien la méthode. Cela signifiait simplement que j'avais survécu malgré la méthode, et non grâce à elle. Et il y a une différence majeure entre ces deux choses. Une différence que certains refuseront toujours de voir. Alors, quand Cachion est né, quand on a déposé ce minuscule et parfait petit être humain, tout ridé dans mes bras pour la première fois,
et qu'il m'a regardé avec ses yeux flous de nouveau-né. Je lui ai fait une promesse. Une promesse à lui, et à moi-même. J'ai juré que jamais, au grand jamais, et sous aucun prétexte, je ne lèverai la main sur mon fils sous le coup de la colère. Fallon et moi avons bâti notre foyer sur cette promesse. C'est notre architecture émotionnelle. C'est cette croyance fondamentale, selon laquelle une maison doit être un endroit où un enfant est en sécurité. En sécurité pour faire des erreurs, pour avoir des opinions, pour ne pas être d'accord, et pour grandir. Tout cela, sans que la menace de la douleur physique ne plane sur chaque interaction. Comme un nuage d'orage qui ne se dissipe jamais vraiment. Et Cachon a grandi, au cœur de cette sécurité. Il est devenu exactement le genre d'enfant que j'espérais le voir devenir, confiant. Sans être arrogant, réfléchi, sans être timide, respectueux envers les adultes. Mais sans en avoir peur. Un garçon de 12 ans capable de s'asseoir à table avec des adultes. Et de participer à la conversation comme un véritable être humain. Plutôt que comme un objet décoratif, qui doit être vu et non entendu. J'en étais fier. J'étais fier de lui, chaque jour de sa vie. Et puis, mon frère l'a frappé au visage, juste parce qu'il avait osé exprimer une opinion. Le barbecue avait lieu chez moi, sur ma propriété. Ce détail a son importance, tant sur le plan juridique qu'émotionnel. Car ce qui est arrivé à mon fils, s'est produit dans le seul endroit au monde où il aurait dû être le plus en sécurité. C'était à la mi-juillet, l'un de ces samedis d'été interminables. Où le ciel semble s'étirer à l'infini, et où l'air sent le charbon de bois, la crème solaire, et l'herbe fraîchement coupée. Nous avions invité environ 30 personnes, de la famille, des voisins, quelques collègues de bureau. C'était ce genre d'après-midi détendu et facile. Où les enfants se courent après avec des pistolets à eau. Pendant que les adultes se tiennent autour du barbecue. À débattre pour savoir si les hamburgers ont besoin d'une minute de cuisson supplémentaire. Dorian était là, avec sa femme, Calista, et leurs 2 enfants de 9 et 7 ans. Mes parents étaient présents, eux aussi. Allen tenait sa cour près de la glacière, comme à son habitude. Il sirotait une bière, tout en racontant les mêmes histoires qu'il recycle depuis 3 décennies. À quiconque n'avait pas encore développé le réflexe de s'éloigner. Ma mère, Amaury, était là également. Elle passait d'un groupe à l'autre, comme elle l'a toujours fait, pour maintenir la paix. Gérer l'humeur d'Allen, et arrondir les angles dès qu'un moment menaçait de devenir inconfortable. Tout allait bien. Tout était normal. Ou, du moins, ce qui passe pour normal dans une famille, qui fonctionne sur une tension constante. Que tout le monde a accepté de faire semblant de ne pas voir. Voici ce qui s'est passé. Cachon se trouvait près de la table de patio, là où Dorian et quelques autres adultes discutaient. Et Dorian a commencé l'une de ses diatribes habituelles. Il expliquait à quel point les enfants d'aujourd'hui sont trop mous, et trop choyés. Qu'ils passent trop de temps sur leur téléphone, et pas assez à se prendre des coups. Il racontait que lorsqu'il était enfant, il se prenait des baffes s'il répondait. Et que ça avait fait de lui un homme meilleur. C'était ce même monologue épuisant, recyclé encore et encore. Que les personnes frappées dans leur enfance récitent. Une façon de justifier le fait qu'ils n'ont jamais accompli le travail émotionnel nécessaire pour assimiler ce qu'on leur a réellement fait subir. C'est alors que Cachon, mon fils, qui a été élevé pour penser de manière critique. Et pour débattre des idées au lieu de simplement hocher la tête et de les absorber dans un silence respectueux. A regardé Dorian. Il lui a dit, ce n'est pas vraiment vrai, pourtant. Oncle Dorian. Les études montrent que frapper les enfants aggrave en réalité leur comportement. Au lieu de l'améliorer. C'est exactement ce qu'il a dit, mot pour mot. Sur un ton calme, très conversationnel, sans aucune attitude rebelle. Et sans aucun manque de respect. Il a dit cela parce qu'il s'était réellement documenté sur le sujet. Parce que Fallon et moi en avions discuté avec lui. Parce qu'il est le genre d'enfant, qui était ses opinions avec des informations. Plutôt qu'en élevant la voix. Et le visage de Dorian a changé. Je me tenais près du barbecue, à environ 6 mètres de là.
J'étais trop loin pour entendre l'échange en temps réel. Mais assez près pour voir le changement dans l'expression de Dorian. Ce fut une transformation rapide. Il est passé d'une attitude décontractée à une posture rigide. Pour finir sur quelque chose de bien plus sombre. Et avant même que je puisse bouger, avant de pouvoir faire un seul pas ou prononcer un seul mot, Dorian a tendu le bras. Il a giflé Cachion en plein visage, de la paume de sa main. Une gifle assez forte pour que le bruit claque à travers toutes les conversations du jardin. Comme un coup de feu. Assez forte pour que mon fils trébuche sur le côté. Et doive se rattraper au bord de la table de patio. Assez forte pour que chaque adulte, dans un rayon de 15 mètres, se taise exactement au même instant. Et là, mon père a ri. Ce n'était pas un rire nerveux, ni un petit gloussement gêné. C'était un vrai rire, plein et sincère. Comme s'il venait d'assister à quelque chose de divertissant, et de tout à fait approprié. Il a regardé Cachion, son petit-fils de 12 ans, qui se tenait là. La paume pressée contre sa joue brûlante, les larmes coulant déjà sur son visage. Et il a prononcé ces mots. Ces mêmes mots qu'il m'avait répétés 1 millier de fois en grandissant, avec ce même ton plat. Qui n'a pas changé en 30 ans, endurcis-toi, gamin. À cet instant précis, j'ai vu les choses avec une clarté telle que ça m'en a presque coupé le souffle. Ce n'était pas juste Dorian qui passait une mauvaise journée. Ce n'était pas un dérapage ponctuel. C'était un système. C'était une machine générationnelle, qui tournait depuis Dieu sait combien de temps. Une machine qui broyait les enfants, et appelait ça de la force, qui brisait les gosses. Et prétendait les forger. Et mon frère ne faisait pas que reproduire le comportement de notre père. Il passait une audition pour obtenir l'approbation d'Allen. Il exécutait le rituel familial devant le patriarche. Pour prouver qu'il avait bien assimilé la leçon, et qu'il était prêt à reprendre le flambeau. Et le rire de mon père, c'était la standing ovation. Maintenant, je vais vous raconter ce que j'ai fait juste après. Et j'ai besoin que vous compreniez. Que ce fut la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire, de tous mes 40 ans d'existence. Plus difficile que tout ce que j'ai pu affronter professionnellement, personnellement ou émotionnellement. Car chaque cellule de mon corps voulait mettre Dorian à terre. Chaque muscle, chaque nerf, chaque instinct animal que je possède en tant que père, me hurlait de réduire la distance entre nous. Me hurlait de lui faire comprendre, physiquement, ce qu'il venait de faire à mon enfant. Mais je ne l'ai pas fait. Car je le savais avec cette partie de mon cerveau qui fonctionnait encore rationnellement. Sous le voile rouge de la colère, que si je frappais Dorian devant 30 personnes, je deviendrais l'agresseur. Je leur fournirais une histoire, où 2 frères s'échangent des coups de poing. Et où ce n'est qu'une dispute de famille qui a dégénéré. L'attention se déplacerait de ce que Dorian avait fait, vers ce que j'avais fait en retour. Et la douleur de mon fils finirait enterrée, sous le spectacle de 2 hommes faits, en train de se bagarrer lors d'un barbecue. Alors, à la place, je me suis dirigé vers Cachion. Je me suis accroupi devant lui, pour que mes yeux soient à son niveau. Et je lui ai dit très doucement. On rentre à l'intérieur. Tu es en sécurité. Je vais m'occuper de ça. Mon fils m'a regardé avec une expression, que je porterai dans ma poitrine pour le reste de ma vie. C'était un regard mêlé de douleur, et d'autre chose. Quelque chose de cherchant, de vulnérable, et de grand ouvert. Comme s'il m'observait, pour voir comment son père allait réagir. Comme si les 10 prochaines secondes allaient lui apprendre quelque chose sur le monde. Sur les hommes, et sur ce à quoi ressemble la vraie force, une leçon qu'il garderait à jamais. J'ai pris sa main, et je l'ai accompagné à l'intérieur de la maison. Sans un regard pour Dorian. Sans un regard pour mon père. Et sans dire un mot à qui que ce soit. Fallon était dans la cuisine, quand nous avons passé la porte arrière. À la seconde où elle a vu le visage de Cachion, et la trace de main qui rougissait déjà sur sa joue, elle est devenue livide. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, en 4 phrases brèves. Ses mains se sont mises à trembler. Non pas de peur, mais d'une rage si concentrée et si contrôlée.
qu'elle en était presque architecturale. Le genre de colère qui bâtit des structures, au lieu de les démolir. Elle m'a regardé, et a demandé, « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et j'ai répondu, « Tout ce qui est en notre pouvoir. » Voici l'élément qui a tout fait basculer. Le détail que personne au barbecue ne connaissait. Et dont Dorian et mon père allaient finir par comprendre. Qu'il représentait la pire malchance de toute leur vie. 6 mois avant le barbecue, suite à une vague de cambriolage de voitures dans notre quartier. Et après que 3 maisons de notre rue se soient fait voler des colis sur leur perron. J'avais installé un système complet de caméras de sécurité sur notre propriété. 4 caméras, enregistrant tout en résolution 4K, avec capture audio complète. Elles étaient positionnées à la porte d'entrée, dans l'allée, sur le côté de la cour et à l'arrière de la maison. Elles enregistraient en continu, sur un système de stockage dans le cloud. Avec une conservation automatique des sauvegardes pendant 90 jours. Cela signifiait que les images n'étaient pas stockées sur un disque dur chez moi. Que quelqu'un aurait pu venir détruire. Elles étaient cryptées, et sauvegardées sur des serveurs distants. Accessibles uniquement via mes identifiants de connexion. La caméra montée sous l'avant-toit arrière de la maison, avait une vue directe. Et totalement dégagée, sur l'ensemble de la zone du patio, là où la gifle avait eu lieu. Elle a tout capturé. La conversation qui a précédé, la réponse de Cashion, le changement de visage de Dorian. L'élan du bras, l'impact, le son, Cashion qui trébuche. Mon père qui rit, sa réplique « Endurcis-toi, gamin ». Tout était là, en 4K. Avec le son, horodaté, géolocalisé. Et automatiquement préservé sur des serveurs dont personne de ma famille ne soupçonnait même l'existence. J'ai téléchargé les images le soir même, après le départ du dernier invité. Alors que le jardin était sombre et silencieux. Je me suis assis dans mon bureau, la porte fermée, et j'ai regardé la vidéo une fois sur mon écran. J'ai dû mettre en pause au bout d'environ 12 secondes, parce que mes mains tremblaient tellement. Que je pouvais à peine contrôler la souris. Regarder la scène sous l'angle de la caméra, c'était très différent de l'avoir vécu près du grill. En temps réel, ça avait été rapide. Presque trop rapide pour que le cerveau assimile tout, entre l'adrénaline et le choc. Mais sur l'écran, en haute définition, au ralenti, image par image. On pouvait tout voir avec une précision implacable. Une précision qui rendait impossible toute tentative de rationaliser, ou de minimiser l'acte. On pouvait voir le bras de Dorian s'armer en arrière, avec intention. On pouvait voir la milliseconde exacte, où sa paume entrait en contact avec le visage de Cashion. On pouvait voir la tête de mon fils basculer brusquement vers la droite, sous la force du coup. On pouvait voir la marque rouge commencer à se former. Avant même que la main de Cashion n'atteigne sa propre joue. Et on pouvait voir le visage de mon père pendant qu'il riait. Cette expression de satisfaction, qui ressemblait presque à de la fierté. Comme si Dorian venait de réussir un test, qu'Allen lui faisait passer depuis toujours. J'ai sauvegardé la vidéo sur 3 emplacements de secours différents, cette nuit-là. Et le lundi matin, à 8h tapantes, j'étais au téléphone avec mon avocate. Mon avocate s'appelle Karina. C'est le genre de juriste qui vous rassure, tout en vous rendant légèrement nerveux. Rassuré, parce qu'elle sait manifestement très bien ce qu'elle fait, et nerveux. Parce qu'on devine tout de suite qu'elle ne perd pas de temps avec ce qui ne marchera pas. Quand je lui ai montré la vidéo dans son bureau, elle l'a regardée une première fois. Sans la moindre réaction visible. Puis, elle m'a demandé de la repasser. À la seconde lecture, elle a fait pause à 3 moments précis, a pris des notes, m'a regardé. Et a dit, c'est une agression sur mineur, clairement documentée. Et éminemment passible de poursuite. Que voulez-vous qu'il se passe? Je lui ai répondu que je voulais porter plainte au pénal contre Dorian. Et je voulais demander une ordonnance de protection couvrant à la fois Dorian, et mon père. Car la réaction d'Allen rire de l'agression. Et l'encourager verbalement devant la victime constituait une approbation active de la violence envers un enfant. Cela faisait de lui, non pas un spectateur passif, mais un participant à un schéma d'abus normalisé. Karina a hoché la tête. Elle m'a dit que la vidéo était une preuve exceptionnelle.
Vidéo claire, son clair, sujets identifiables, une victime de 12 ans. Et la réaction corroborante d'un autre membre de la famille, qui démontrait une culture systémique de tolérance envers la violence sur les enfants. Avant de déposer quoi que ce soit, Karina m'a recommandé d'emmener Cachon voir un pédopsychiatre. D'abord pour son véritable bien-être, ce qui était mon souci principal. Et le plus urgent, mais aussi parce qu'une évaluation clinique professionnelle de l'impact psychologique renforcerait considérablement notre position juridique. Nous avons trouvé une thérapeute, la Dr Kensington, spécialisée dans les traumatismes infantiles et les expériences familiales difficiles. Cachon l'a vue 3 fois au cours des 2 semaines suivantes. Chaque séance durant environ 1 heure. Le rapport produit par la Dr Kensington était exhaustif, et il m'a brisé le cœur quand je l'ai lu. Elle a documenté que Cachon souffrait d'une anxiété accrue en présence de figures d'autorité masculine. Il avait des difficultés persistantes à s'endormir, et à rester endormi. Il présentait une hypervigilance lors des rassemblements sociaux, où la famille élargie risquait d'être présente. Il était sujet à des pensées intrusives récurrentes concernant l'incident. Et, le plus dévastateur, il entretenait la croyance persistante qu'il avait provoqué cette violence en prenant la parole. Il pensait que la gifle était de sa faute, qu'il aurait dû garder le silence et laisser oncle Dorian parler sans le contredire. Lire ces mots sur un document clinique. Voir l'expérience intérieure de mon fils traduite en terminologie psychologique précise. Comprendre que ce garçon brillant, confiant et sans peur, que j'avais mis 12 ans à construire, avait été en partie démoli, en l'espace d'une seconde, par quelqu'un qui était censé l'aimer. C'était pire que de regarder la vidéo. La vidéo m'avait montré ce qui était arrivé au visage de mon fils. Le rapport m'a montré ce qui était arrivé à l'architecture de son esprit. Et l'architecture, une fois fissurée, prend beaucoup de temps à être reconstruite. La conclusion clinique de la Dr Kensington indiquait que l'incident constituait un événement traumatique majeur. Son impact psychologique avait été considérablement aggravé par la réaction d'un ancien de la famille, digne de confiance, qui avait normalisé et approuvé la violence. Cela avait concrètement fait comprendre à Cachon qu'il méritait ce qui lui était arrivé, et que sa douleur n'était pas digne de l'attention d'un adulte. La semaine suivant le dépôt de plainte, et avant même que la date du procès ne soit fixée, Dorian a débarqué chez moi, sans y être invité. C'était un mardi soir, vers 19h30. Le soleil commençait à devenir orange derrière la ligne d'arbres, et j'étais dans le garage, en train de ranger des outils. J'ai entendu son pick-up s'engager beaucoup trop vite dans mon allée. Le moteur vrombissait de cette manière agressive, typique des gens qui conduisent en étant déjà en colère avant même d'arriver. Il est sorti, et il hurlait avant même que ses bottes ne touchent le sol. Le visage rougeau, les veines du cou saillantes. Il a marché vers moi à travers l'allée, pointant son doigt vers mon torse. Il me disait qu'il était au courant pour les caméras, maintenant. Que je devais effacer cette vidéo immédiatement. Que je prenais des proportions ridicules pour toute cette histoire. Que ce n'était qu'une gifle, une seule petite gifle. Et que porter plainte au pénal contre son propre frère. Pour un peu de discipline dont le gosse avait probablement de toute façon besoin. C'était la chose la plus pathétique, faible, et lâche qu'il ait jamais entendue. Que cela prouvait tout ce qui clochait chez moi, et dans la façon dont j'élevais mon fils. Il s'est approché d'assez près, pour que je puisse sentir l'odeur de bière dans son haleine. Il a pressé son doigt contre mon sternum, assez fort pour me faire reculer d'un demi-pas. Et il a dit, « Tu effaces cette vidéo, Barrett, ou je jure devant Dieu que tu vas regretter de t'être fait un ennemi de moi. » Et je suis resté là, sans rien dire. Je l'ai simplement laissé s'épuiser. J'ai laissé la colère se déverser hors de lui, jusqu'à ce qu'il se tienne au milieu de mon allée. Respirant bruyamment, sans plus rien à me jeter au visage. Parce que ce que Dorian ne réalisait pas, ce qu'il n'avait apparemment toujours pas compris. Malgré le fait qu'une caméra soit la raison même pour laquelle sa vie partait en vrille. C'est que la caméra de l'allée tournait. Chaque mot qu'il a prononcé, chaque coup de doigt, chaque menace.
chaque instant d'intimidation physique. Tout cela a été capturé, avec la même clarté 4K qu'il avait filmé en train d'agresser mon fils. 6 semaines plus tôt. Ces images étaient sur le bureau de Karina le lendemain matin, à 9h tapante. Elles ont été versées au dossier, comme preuve de comportement agressif continu. De tentatives d'intimidation d'un témoin, et de menaces implicites de représailles. Ce qui, d'après Karina, transformait un dossier déjà solide en l'une des affaires les plus simples qu'elle ait jamais eu à traiter. La réaction de la famille face aux poursuites s'est déroulée exactement comme on peut l'imaginer. Du moins, si vous avez déjà essayé de responsabiliser quelqu'un. Au sein d'une famille qui a passé 3 générations à appeler la maltraitance de la discipline. Et à balayer les bleus sous le tapis. Ma mère, Amaury, m'a appelé quelques heures après l'avoir appris. En larmes, elle m'a dit que je détruisais la famille, que Dorian ne pensait pas à mal. Que c'était le genre de choses qu'on règle autour d'une table de cuisine, et non dans un tribunal. Que les frères se battent, que les familles pardonnent. Et que le système judiciaire n'a pas sa place dans un désaccord domestique. Des parents plus éloignés ont commencé à me contacter, par téléphone ou par SMS. Tante, oncle, cousin. Tous portaient le même message de fond, emballé dans différents niveaux de politesse. Tu réagis de manière excessive. Ce n'était qu'une gifle. Allen vous a fait la même chose en grandissant? Et vous avez tous survécu. Cachon doit apprendre que le monde n'est pas toujours tendre. Pourquoi essaies-tu de gâcher la vie de ton frère? Pour une chose aussi insignifiante? Mon père ne m'a pas contacté du tout. Un silence complet. Ce qui, pour Allen, était une arme en soi, ce retrait tactique de toute reconnaissance. Conçu pour me faire sentir honteux, et isolé. Le même outil qu'il utilisait contre moi quand j'avais 8 ans. Et que je pleurais après qu'il m'ait frappé. Le message était toujours le même, tu es tout seul maintenant. Parce que tu as fait le mauvais choix, en réagissant à la douleur au lieu de l'encaisser. Sauf que cette fois, pour la première fois de ma vie, son silence n'a pas fonctionné. Il a simplement confirmé ce que je savais déjà sur la personne qu'il était. Et puis Calista a appelé Fallon. Pas moi, Fallon. Elle a appelé un mercredi après-midi, quelques semaines après le dépôt de la plainte. Pour demander à la voir en privé. Elles se sont assises ensemble, dans un café à l'autre bout de la ville, pendant 2 heures. Et ce que Calista a révélé lors de cette conversation a complètement bouleversé le paysage de tout ce qui était en train de se jouer. Calista a expliqué que Dorian avait des accès de colère à la maison. Pas la frustration occasionnelle que tout parent ressent. Non, un véritable schéma documenté, et croissant, de colère explosive. Qui s'aggravait d'année en année. Elle a raconté qu'il avait attrapé leur fille de 9 ans par le bras. Avec assez de force pour y laisser des ecchymoses en forme de doigts, à 2 reprises. Qu'il avait jeté de la vaisselle pendant des disputes. Qu'il avait fait des trous à coups de poing dans 3 murs de leur maison. Trous que Calista avait rebouchés et repeints avant que quiconque ne puisse les voir. Elle vivait dans un état constant d'évaluation de la menace. Toujours à décrypter l'humeur de Dorian quand il passait la porte. Toujours à ajuster la température émotionnelle de la maison. Pour l'empêcher d'atteindre ce seuil invisible, qui déclencherait la prochaine éruption. Elle a avoué que le fait de le voir gifler Cachon au barbecue. De voir cela se produire de façon si désinvolte, si publique, et sans la moindre hésitation. Et ensuite, de voir Allen en rire comme si c'était normal et bien. Tout cela avait brisé une digue à l'intérieur d'elle, une digue qu'elle colmatait depuis des années. Parce qu'elle a compris, à cet instant précis, que si Dorian pouvait frapper l'enfant d'un autre devant 30 témoins sans sourciller, ce n'était qu'une question de temps avant que les visages de ses propres enfants ne se retrouvent sous cette même main. Calista a fourni une déclaration écrite détaillée, concernant le comportement de Dorian à la maison. Et elle a demandé à Fallon, doucement et prudemment, si elle pensait que c'était suffisant pour entamer une procédure de garde. La date du procès est arrivée un jeudi, en septembre. Je me souviens de chaque détail sensoriel de cette matinée. Comme s'ils avaient été gravés de façon permanente dans mon cerveau. L'éclairage fluorescent blafard de la salle d'audience, les bancs en bois usés. Le faible murmure des voix dans le couloir à l'extérieur.
Et cette qualité particulière de silence, qui s'installe sur une pièce remplie de gens qui savent tous que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Dorian était assis à la table des accusés, avec l'air d'avoir vieilli de 5 ans et 2 mois. Ce qui, selon Calista, était fondamentalement le cas. La perte de poids visible sur son visage, les cernes sombres. Les mains fébriles d'un homme qui commence à peine à comprendre que les conséquences auxquelles il fait face ne pourront pas être négociées. Mon père était assis dans le public, les bras croisés, projetant cette autorité familière et impassible. Sauf que quelque chose était différent cette fois-ci. Il y avait quelque chose de creux sous cette posture. Comme si l'armure était toujours en place, mais que l'homme à l'intérieur avait commencé à rétrécir. Karina a présenté notre dossier de la même façon qu'elle fait tout, méthodiquement, avec précision. Sans un seul mot superflu. Elle a commencé par la vidéo du barbecue. Quand elle a été diffusée sur l'écran du tribunal, la pièce est devenue si silencieuse qu'on pouvait entendre la climatisation tourner. Le bruit de la claque était indéniable. Le cri de Cachon était indéniable. Le rire de mon père était indéniable. Et ce endurci-toi, gamin, a atterri dans le silence de cette salle d'audience. Comme une brique lancée à travers une vitre. La juge Danica Lockwood a regardé l'extrait en entier, avec une expression indéchiffrable. Quand il s'est terminé, elle a fixé l'écran un instant, puis a dit « Repassez-le ». La deuxième fois, elle s'est penchée en avant sur sa chaise, et j'ai pu voir sa mâchoire se crisper. Au moment exact de l'impact. Et quand le rire de mon père a retenti à nouveau dans les haut-parleurs. Elle a fermé brièvement les yeux, juste une seconde. À la manière d'une personne qui s'efforce de garder son sang-froid professionnel. Face à quelque chose qui la heurte profondément sur le plan humain. Ensuite, Karina a présenté la vidéo de l'allée. Montrant la confrontation menaçante de Dorian chez moi. Suivie par l'évaluation psychologique de la Dr Kensington. Et enfin, par la déclaration sous serment de Calista. Concernant les antécédents d'agression de Dorian au sein de leur foyer. L'avocat de Dorian a tenté de présenter le tout comme un incident isolé. Une perte de sang-froid momentanée, de la part d'un oncle par ailleurs aimant. Qui était allé trop loin dans une tentative maladroite de correction familiale à l'ancienne. Il a fait valoir que le système judiciaire était un instrument trop sévère. Pour ce qui n'était au fond qu'un désaccord entre parents, sur les pratiques éducatives acceptables. Que la famille devrait être autorisée à résoudre cela en interne. Que Dorian était plein de remords, et prêt à suivre des cours de gestion de la colère. Et qu'assurément, tout cela pouvait être réglé sans lui laisser un casier judiciaire. La juge Lockwood a écouté la défense sans l'interrompre, son stylo posé sur son bloc-notes. Et quand l'avocat de Dorian a terminé sa plaidoirie, la salle d'audience a plongé dans un silence. Qui m'a semblé durer une éternité. La juge a baissé les yeux vers ses notes. Puis, elle a levé la tête, a regardé Dorian droit dans les yeux, et a prononcé 5 mots. Que j'entendrai résonner dans ma tête pour le restant de mes jours. Elle a dit, cet enfant vous faisait confiance. 5 mots. La salle d'audience a retenu son souffle. Le visage de Dorian s'est complètement vidé de son expression. Toutes les justifications, toutes les rationalisations. Toutes les histoires intérieures qu'il se racontait pour se convaincre que ce n'était pas si grave. Que le gamin avait besoin d'apprendre, et que c'était juste la façon de faire de leur famille. Tout cela s'est littéralement évaporé. Ensuite, la juge Lockwood a poursuivi. Et ce qu'elle a déclaré au cours des minutes qui ont suivi, a été l'analyse la plus précise. Et la plus chirurgicalement dévastatrice du dysfonctionnement de notre famille. Que je n'ai jamais entendu de la part de quiconque. Elle a expliqué que frapper un enfant qui n'est pas le vôtre, au propre domicile de cet enfant. Devant des témoins, avec une force suffisante pour laisser une blessure visible. Tout cela pendant que le grand-père de l'enfant riait et approuvait la violence. Cela ne représentait pas une erreur de jugement isolée. Cela représentait une culture profondément ancrée de violence normalisée. Transmise à travers les générations, et perpétuée au grand jour. Elle a affirmé que la vidéo ne documentait pas seulement une agression. Elle documentait un système familial.
qui avaient collectivement décidé que le corps des enfants était un exutoire acceptable pour la frustration des adultes. Et que le tribunal avait à la fois l'autorité et l'obligation d'intervenir. Avant que ce système ne fasse une autre victime. Elle a accordé l'ordonnance de protection contre Dorian. Interdiction totale de contact avec Cashion. Et interdiction de s'approcher à moins de 150 mètres de notre domicile, de l'école de Cashion. Ou de tout endroit où il est notoirement présent. Puis, elle a fait quelque chose dont Karina m'a dit plus tard que c'était peu commun. Mais tout à fait dans le cadre de la discrétion judiciaire. Elle a étendu l'ordonnance de protection pour y inclure mon père, Allen. Au motif que son approbation verbale de l'agression, son rire pendant l'incident. Et l'historique générationnel documenté de discipline physique dont j'avais témoigné sous serment. Faisait d'Allen, non pas un simple spectateur, mais un participant actif à la normalisation de la violence envers les mineurs. Quand la juge a prononcé le nom de mon père, quand elle a lu les termes de l'ordonnance, qui lui interdirait légalement de voir son petit-fils, j'ai observé cet homme, qui avait contrôlé notre famille par l'intimidation et le silence pendant plus de 3 décennies. Il s'est figé sur son siège. Et pour la première fois en 40 ans, j'ai vu quelque chose sur le visage d'Allen, que je n'y avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la défiance. C'était de la peur. La peur véritable, et sans masque. D'un homme qui vient de réaliser que l'autorité sur laquelle il a bâti toute son identité est l'autorité du poing, de la ceinture, et du endurcis-toi vient d'être supplantée. Supplanté par une autorité qu'il ne peut pas regarder de haut. Qu'il ne peut pas faire taire en criant, et qu'il ne peut pas réduire au point de pouvoir l'ignorer. Le domino de la garde des enfants est tombé environ 6 semaines plus tard. Calista, armée des conclusions du tribunal, de la vidéo, de l'ordonnance de protection et du témoignage sous serment qu'elle avait déjà fourni, a déposé une demande de modification d'urgence de la garde de ses 2 enfants avec Dorian. Elle a invoqué le schéma documenté de comportement agressif de Dorian. La conclusion officielle du tribunal concernant l'agression de Cashion. La confrontation menaçante chez moi. Et les preuves issues de sa propre déclaration écrite sur l'escalade de la violence dans leur foyer. Dorian, déjà ébranlé par les poursuites pénales et l'ordonnance de protection, s'est soudainement retrouvé à mener une guerre sur 2 fronts. Avec les mêmes preuves utilisées contre lui dans les 2 cas. Son avocat lui a dit en privé que la bataille pour la garde allait être extrêmement difficile à gagner, compte tenu du dossier judiciaire existant. En l'espace de 3 mois, Calista a obtenu la garde principale. Les droits de Dorian ont été réduits à des visites supervisées uniquement. Ce qui signifie que l'homme, qui avait giflé mon fils de 12 ans pour avoir émis une opinion, n'était désormais autorisé à voir ses propres enfants qu'en présence d'un surveillant désigné par le tribunal, dans un centre sécurisé. Pendant 2 heures, un week-end sur 2. Mon père ne s'est jamais excusé. Ni à moi, ni à Cashion, ni à Fallon, ni à personne. Il s'est replié sur une version de plus en plus étriquée de sa vie. Coupé de son petit-fils par une décision de justice qu'il ne pouvait annuler. Et lentement coupé de la famille élargie, par une prise de conscience rampante, qui a traversé nos proches au fil des mois. La compréhension que ce qui s'était passé au barbecue n'était pas une anomalie, mais un symptôme. La pointe visible de quelque chose qui coulait sous la surface de notre famille depuis des décennies, empoisonnant l'eau tout en prétendant que c'était un remède. Ma mère m'appelle encore parfois. Et il y a toujours cette lourdeur particulière dans sa voix maintenant. Cette tristesse qui, je crois, vient du fait qu'elle voit enfin quelque chose. Qu'elle a passé 40 ans à s'entraîner à ne pas regarder. Le fait que l'homme qu'elle a épousé a bâti leur famille sur une fondation de peur, en la déguisant en amour. Et que ses 2 fils ont tiré des leçons bien différentes de cette même école brisée. Dorian a appris à frapper. Et moi, j'ai appris à m'assurer que ça n'arrive plus jamais. Cashion va mieux. Je veux le dire clairement, et précisément. Parce que ça a plus d'importance que tout le reste dans cette histoire. Il voit toujours la docteure Kensington, 1 fois par semaine. Il travaille encore sur les différentes strates du traumatisme.
Il démêle encore ce nœud complexe d'émotions. Qui naît lorsqu'on est blessé par quelqu'un qui était censé représenter la sécurité. Et qu'on voit ensuite une autre personne, tout aussi censée représenter la sécurité, en rire. Mais il fait de nouveau des nuits complètes. Il parle davantage. Il est retourné à son club de débat au collège. Le mois dernier, il est rentré à la maison. Emma a annoncé qu'il avait défendu sa position sur un sujet, et qu'il avait gagné. Et la façon dont il l'a dit. Cette fierté tranquille dans sa voix, qui n'avait rien à voir avec le trophée. Mais tout à voir avec le fait qu'il avait utilisé sa voix, et que le monde ne l'en avait pas puni. Cela m'en a dit plus sur sa guérison, que ne pourrait le faire n'importe quel rapport clinique. Il y a quelques semaines, assis sur le porche arrière après le dîner, dans le noir. Au son des grillons, il m'a confié qu'il ne se sentait plus coupable. Qu'il sait désormais, qu'il n'a rien fait de mal en prenant la parole. Quand il a dit ça, j'ai dû m'excuser et rentrer à l'intérieur une minute. Parce que je ne voulais pas qu'il me voie pleurer. Non pas parce que j'ai honte de mes larmes. Mais parce que ce moment lui appartenait. C'était sa victoire, à lui. C'était sa propre fondation reconstruite. Et je ne voulais pas rediriger ce moment vers mes propres sentiments. Alors qu'il lui appartenait entièrement. La caméra est toujours là, fixée sous l'avant-toit arrière. Elle enregistre en 4K, chaque jour qui passe. Et parfois, un samedi après-midi, quand je me tiens près du barbecue à retourner des hamburgers. Exactement au même endroit où tout a basculé, je lève les yeux vers elle. Et je pense à la façon dont une petite décision, prise pour une raison totalement différente, est devenue la chose qui a protégé mon fils. Juste au moment où les personnes qui auraient dû le protéger ont décidé qu'il méritait d'être frappé à la place. La caméra n'avait aucune loyauté envers la famille. Elle n'avait pas d'opinion sur la nécessité de maintenir la paix. Elle n'en avait rien à faire de 30 ans de endurcis-toi, gamin. Ou de la règle non écrite selon laquelle ce qui se passe dans la famille, reste dans la famille. Elle s'est contentée de voir ce qui s'est passé. Et elle s'en est souvenue, clairement, et de façon permanente. Et la vérité, au final, s'est révélée être bien plus que